Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Nouvelle version du site web de Silence on roule. BYD a des ventes records de 526 000 voitures au dernier trimestre de 2023. Les dernières statistiques de l'AVEC démontrent qu'il y a maintenant plus d'un quart de million de voitures électriques immatriculées au Québec. Nouveau record de vente pour Volvo et Honda pourrait investir plus d'1 milliard de dollars au Canada. Chronique par où commencer? Sébastien se pose la question, doit-on acheter maintenant ou attendre? Chronique Tesla avec Laurent Gigon et en grande entrevue, paraître plus vert que vert ou lorsque les grandes entreprises de voitures essaient de se donner bonne image. Même comme je dis, j'ai vu sur le site de Lexus qui disait « Vous n'avez donc jamais besoin de la brancher ou d'attendre qu'il se recharge. » Bienvenue à la 8e saison de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. On est encore au mois de janvier, donc je peux me permettre de vous souhaiter bonne et heureuse année 2024, chers auditeurs. Merci d'être là pour cette 8e saison qui débute. Et oui, 8 saisons, qui l'eût cru. Vraiment, là, je suis choyé de travailler avec une équipe aussi professionnelle et d'avoir autant d'auditeurs qui nous suivent et qui nous le témoignent par nos différentes plateformes. Vous allez le remarquer, j'ai peut-être le timbre de voix un peu affecté. un petit rhume, ce n'est pas la COVID, ça a été testé, c'est pas ça. Un petit rhume bien ordinaire, mais qui nous impacte quand même. Donc, désolé si à l'oreille, je sonne un peu moins bien. Écoutez, on a une belle saison 8 qui va commencer. On a plein de beaux sujets à vous présenter au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Pour n'en nommer que quelques-uns, on va vous parler de la plateforme Foresta. On va vous parler des avantages fiscaux pour les travailleurs autonomes de rouler électrique. On va parler des routes et autoroutes électriques. On va vous parler de l'étiquette aux bornes de recharge, les bons comportements à avoir. On va vous parler de la recharge en multilogement et plein d'autres thèmes donc, qui s'en viennent dans les prochaines semaines, prochains mois. Manquez pas ça. Et aujourd'hui, on a un épisode bien garni. On va avoir notre ami Stéphane Levert avec une de ses chroniques qui va être là aujourd'hui. On va également avoir une chronique Tesla avec Laurent Gigon. Et en grande entrevue aujourd'hui, on vous parle de paraître plus vert que vert ou toutes les techniques ou les subterfuges utilisés par certaines entreprises ou compagnies qui fabriquent des véhicules pour nous faire croire que leurs véhicules sont plus verts qu'ils ne le sont en réalité. Eh bien oui, il y a des petits stratagèmes, un choix de mots, un vocabulaire, une façon de présenter les choses qui nous donne une bonne image, mais dans les faits, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est pas tout à fait ce qu'on nous annonce. Alors, on va discuter de ça tout à l'heure avec mes invités. Je vais également profiter du moment pour souligner l'apport de tous nos commanditaires dans l'aventure Silence on roule. Évidemment, si ce show-là peut se faire, et contrairement à d'autres podcasts qui vont diffuser du contenu plus particulier sur des Patreons ou des plateformes qui demandent aux auditeurs de payer pour écouter, ben vous, dans votre cas, vous ne faites pas ça parce qu'on a des commanditaires qui encouragent le podcast et puis on vous demande d'encourager nos commanditaires, de faire affaire avec ces entreprises-là pour les remercier de supporter Silence on roule. Alors, on a évidemment Arleco qui est notre commanditaire principal depuis les tout débuts. Donc, merci beaucoup aux gens d'Arleco. C'est votre garage à aller visiter pour l'entretien de votre véhicule électrique. Hydro-Solutions qui est là aussi de retour cette année avec leur programme là, de vente et de location de bornes de recharge pour véhicules électriques. Fizz Électrique va être là cette année. Ils étaient là en commandite de chronique l'année dernière, mais cette année, ils vont être là comme commanditaires de tous nos épisodes. Donc, merci beaucoup à Fizz Électrique, là, les spécialistes pour vos projets en électrification de transport. On a également Précision PPF, vitres teintées, l'endroit à visiter pour faire installer un pare-pierre sur votre véhicule, une pellicule de
couleur, des vitres teintées, etc. Donc, c'est l'endroit à aller. On va également avoir différents commanditaires de chroniques. UAP Napa qui se joint à nous. Merci beaucoup aux gens de UAP Napa. On va avoir Bourgeois Chevrolet qui est toujours là, le garage, le concessionnaire spécialiste de la voiture électrique depuis les tout débuts. L'un des premiers à y avoir cru. L'Association des véhicules électriques du Québec, bien évidemment. Taiga Motors, qui s'ajoute à notre liste de commanditaires cette année. Les motos marines et les motoneiges électriques de Taiga sont connus. Eh bien, merci à Taiga Motors de nous supporter. On aura également le groupe Énergie Canada, qui sont des spécialistes en véhicules en véhicules hors route là, pour vous amuser un peu, mais avec des véhicules hors route électriques. Donc, groupe Énergie Canada, merci de votre arrivée. Et finalement, Équiterre, eh bien oui, Équiterre et la campagne Roulon électrique qui sont là avec nous comme commanditaires du podcast cette année. Alors, un grand merci à vous tous. Alors, sans plus tarder, je vous propose de tout de suite aller écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. La société chinoise BYD a déclaré il y a 2 semaines qu'elle avait vendu un nombre record de 526 000 véhicules tout électriques au cours des 3 derniers mois de 2026 grâce à une hausse de plus de 70 % de ventes en décembre. Pour l'ensemble de l'année, BYD, basé à Shenzhen, a déclaré avoir vendu plus de 3 millions de véhicules à énergie nouvelle, ce qui inclut les véhicules tout électriques et les hybrides. Près de 1,6 million de ces ventes étaient des véhicules tout électriques, a déclaré la société. Les analystes estiment que Tesla a vendu, quant à elle, 483 000 véhicules tout électriques au cours des 3 derniers mois de 2023 et 1,82 million pour l'ensemble de l'année. Le constructeur automobile GM a déclaré il y a de cela 2 semaines et demie qu'il avait livré 75 883 véhicules électriques en 2023, mais que 62 000 d'entre eux étaient des modèles Bolt EV et Bolt EUV que GM a abandonnés en fin d'année. Il ne reste donc que 13 341 véhicules électriques Ultium qui sont censés donner le ton et l'avenir à des efforts d'électrification du constructeur, ainsi que 164 fourgonnettes commerciales BrightDrop Zero qui partageaient l'ensemble des composantes Ultium. On parle ici évidemment de ventes aux États-Unis. Les ventes de la Bolt EV et EUV ont bondi puisque GM a remanié ses modèles. Les 2 modèles ont connu une augmentation de vente de 62,8 % au cours de la dernière année de production. Mais GM a tout de même abandonné la Bolt EV EUV et les a remplacés par des VUS qui ne sont pas encore sortis et devraient arriver en courant d'année. Rappelons cependant que GM a annoncé le retour fort possible de la Bolt EV ou EUV, mais avec la nouvelle plateforme Ultium dans les prochaines années. L'Association des véhicules électriques du Québec a finalement pu sortir les données statistiques, mais seulement jusqu'au 30 septembre 2023. Donc, on parle évidemment des ventes et de la distribution des véhicules électriques au Québec. Évidemment, ce retard est dû à des erreurs dans la base de données que l'Association des véhicules électriques du Québec se procure afin de réaliser les dites statistiques. Donc, faute de chiffres, on ne pouvait pas produire les statistiques. On aura bientôt en main toutes les statistiques de 2023, tous les chiffres, donc une mise à jour pourra être faite. On fera évidemment un hors-série à ce moment-là. Mais disons quand même qu'au 30 septembre 2023,
On avait un nombre impressionnant de véhicules électriques vendus au Québec. On est maintenant rendu à 250 128 véhicules électriques sur les routes. Évidemment, c'est une progression très intéressante avec une proportion de 65 % de véhicules tout électriques contre 35 % pour les hybrides branchables. Les voitures électriques les plus populaires au Québec, 12 % de la flotte de véhicules électriques sur nos routes sont des Tesla Model 3. En deuxième position, la Hyundai Kona avec 6,4 % des véhicules électriques sur les routes. De très près, la Toyota Prius Prime à 6,2 %. En quatrième place, la Chevrolet Bolt à 5,9 % Et en cinquième place, la Nissan Leaf à 5,2 %. L'industrie du camionnage souffre d'une grave pénurie de chauffeurs et les exploitants cherchent toutes sortes de moyens pour améliorer le recrutement et la rétention des chauffeurs. Pendant ce temps, les groupes commerciaux de l'industrie du camionnage se battent bec et ongles contre l'électrification. Ils pourraient être surpris d'apprendre que les déploiements de véhicules électriques pourraient être un avantage majeur en matière d'embauche et de rétention car les conducteurs les adorent. Lors d'un récent webinaire du Predit Dave Scheller, directeur de l'engagement de l'industrie au North American Council for Freight Efficiency, il a présenté 10 études de cas de camions électriques et des exemples concrets de la façon dont les entreprises tirent profit du déploiement des véhicules électriques. M. Scheller s'est entretenu avec de nombreux camionneurs au sujet de leur expérience de conduite sur des camions de classe 8 et a constaté que malgré le scepticisme initial, ils aimaient tous leur nouveau véhicule électrique. Un chauffeur de PepsiCo a déclaré à Schaller qu'il n'était pas très enthousiaste à l'idée d'une nouvelle technologie. Elle déteste avoir un nouveau smartphone et de devoir apprendre de nouvelles astuces, de nouvelles façons de faire avec des nouveaux appareils, mais qu'en seulement quelques jours, la conduite du semi de Tesla lui a démontré qu'elle adorait finalement les camions électriques. Volvo a atteint un nouveau record de vente en 2023 avec 708 716 véhicules vendus, soit une hausse de 15 % par rapport à l'année précédente. Cet exploit est impressionnant et en dit long sur l'engagement du constructeur envers l'électrification et la capacité qu'elle a à relever des défis actuels de la chaîne d'approvisionnement. Les modèles électriques augmentent donc les ventes. Les modèles Recharge de Volvo, qui comprend à la fois les voitures entièrement électriques et des voitures hybrides rechargeables, ont été la vedette avec 265 980 unités vendues, soit un bond de 30 % par rapport à 2022. Selon les informations de la chaîne japonaise Nikkei, Honda envisage d'investir plus d'1 milliard de dollars dans les véhicules électriques au Canada, mais les détails du plan demeurent flous. Selon une information du journal Nikkei, Honda envisage un investissement de 18,4 milliards de dollars canadiens pour fabriquer des véhicules électriques au Canada. Les médias japonais ont rapporté ce mois-ci qu'ils avaient appris que le constructeur automobile envisageait une expansion dans notre beau pays pour construire une usine de fabrication de véhicules ainsi que des batteries d'ici la fin 2024. Cependant, la source d'information n'a pas été confirmée. Electric Autonomy a contacté le président de Honda Canada, Jean-Marc Leclerc, pour obtenir plus amples renseignements. Dans le bref courriel, Leclerc a déclaré que Honda envisage diverses options pour augmenter sa capacité de production en Amérique du Nord, mais nous n'avons rien d'autre à partager pour le moment. Actuellement, nous nous concentrons sur le centre de véhicules électriques de l'Ohio, dont il a déjà été parlé dans les conférences l'année dernière. Le constructeur vietnamien VinFast a confirmé la semaine dernière à Motor One son intention d'introduire aux États-Unis son petit VUS, le VF3, entièrement électrique. Le VF3 est destiné au marché américain et devrait, selon l'EPA, permettre une autonomie de 200 km. On pourrait réserver ce véhicule plus tard cette année. Le VF3 fait ses débuts il y a 6 mois au Vietnam et, comme décrit VinFast, comme un petit VUS électrique, ses petites proportions carrées, ses 2 portes et 4 places le rendent idéal pour un trafic urbain. Ce véhicule ressemble à un Suzuki Jimmy, mais tout électrique. Il est doté d'un design similaire et a des roues de 16 pouces. Selon le directeur de la technologie de l'entreprise Panasonic, cette entreprise prévoit déployer la dernière itération de ses cellules de batterie pour véhicules électriques avec une capacité améliorée dès cette année. La production d'une version remaniée des cellules 2170 de la société débutera dans son usine de fabrication du Nevada en 2024 ou au plus tard en 2025, a déclaré dans une entrevue Watanabe, le président de Panasonic. Selon Watanabe, l'entreprise basée à Osaka veut tenir sa promesse de quadrupler sa capacité de production d'ici 2030. Elle n'a pas besoin de s'appuyer sur la construction d'une nouvelle usine ou de lourds investissements pour y parvenir. Panasonic s'efforce d'augmenter la densité énergétique de sa cellule 2170
2170, a déclaré son président. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique « Par où commencer ?» est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. Me voilà en compagnie de Sébastien Côté. Sébastien, j'imagine que la règle s'applique encore. Je peux te souhaiter bonne année? Oui, tout à fait. Jusqu'à quand on a le droit de se souhaiter bonne année? Bon, peut-être notre première fois en janvier qu'on se rencontre. Ben, c'est correct. On est là. Fait que bonne année. Merci, toi aussi. Sébastien, aujourd'hui, tu nous parles d'un sujet que je trouve fascinant. C'est peut-être un peu moins technique, c'est peut-être un peu plus philosophique, mais des fois, c'est bon de philosopher. Ton thème, c'est acheter maintenant ou attendre. Ou je pourrais le traduire en disant, il y a plein de gens qui viennent nous voir et qui nous disent « Ah, je regarde les autos, il y en a plein qui me tentent, mais je sais pas si je devrais acheter tout de suite ou attendre un peu. J'ai comme l'impression qu'il y a des affaires plus hautes qui s'en viennent. C'est-tu risqué d'acheter maintenant? » Donc, les gens sont un peu tourmentés, tiraillés entre le fait d'acheter maintenant puis peut-être passer à côté d'un nouveau modèle qui va sortir dans 2 mois, 6 mois, qui va être beaucoup plus performant. Puis, à force d'avoir peur, ben, ils n'achètent pas. Hein? Fait que qu'est-ce qu'on fait? On achète ou on attend? Ah, ben là, on va acheter. On va acheter parce qu'on s'est déjà posé ces questions-là dans le passé pour d'autres matériels technologiques, moindrement technologiques. On sait que ça évolue rapidement. On sait aussi que c'est quand même jeune aussi de tomber dans le véhicule électrique et tout ça. On sait qu'il va y avoir des évolutions, mais il faut quand même comprendre que c'est le marché actuel ou la technologie actuelle a atteint une certaine maturité. Ouais. Puis c'est une très bonne technologie qui est sur le marché actuellement. Oui, il y en aura d'autres, mais si vous êtes au moment de dire « je vais changer », bien, vous pouvez le faire. Ouais. Puis je pense que c'est important de dire, Sébastien, c'est parce que pour la plupart des gens, c'est leur première voiture électrique. Pour eux, c'est nouveau. On est déjà rendu à la 2, voire la 3e génération de voitures électriques. Là, on a fait un épisode là-dessus il y a quelques mois, là, à la fin de l'année dernière, où on parlait des gens, des vieux de la vieille qui comme moi, conduisent une voiture électrique depuis 13 ans dans mon cas. Ça a évolué, là, le risque il y a 13 ans, puis le risque aujourd'hui n'est plus du tout le même. Tu achètes chez certains manufacturiers, c'est la 3e, voire la 4e édition, ou en tout cas, des fois, le modèle évolue peu d'une année à l'autre. À un moment donné, il y a un changement. On pense à la Leaf, par exemple, qui a changé complètement de look à un moment donné, mais ils sont rendus avec plusieurs générations. Les gens, c'est sûr que si on attend, on va avoir quelque chose qui va être plus récent dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, mais si on achète maintenant, le risque d'acheter une technologie pas aboutie, c'est plus là. Ce danger-là n'est plus là en 2023, 2024, en fait. Non, parce que ce qu'il y a sur le marché actuellement, là, s'équivaut pas mal. Là. On a eu des différences au fil des années, une nouvelle génération d'un autre véhicule, un nouveau joueur sur le marché. Là, maintenant, tous les véhicules sont autour, on va dire, du 400 km d'autonomie. On est rendu dans des sphères où ce que les gens sont comme confortables. Puis on n'est plus à la même étape que là, une couple d'années où que le type de format de véhicule était très limité. Là, aujourd'hui, on arrive avec des plateformes qui vont être des petites voitures, bien, un peu moins, mais des voitures moyennes vont avoir des sports utilitaires, puis des sports utilitaires de plus grande capacité, 7 passagers, qui vont s'en venir sur le marché prochainement. Donc, à ce moment-là, c'est plus nécessairement une technologie qui nous freine. La panoplie de modèles est quand même... Ouais. Ben, mais ça c'est un élément qui est souvent ressorti. Les gens, bon oui, il y en avait qui disaient la technologie n'est pas aboutie, puis ils attendaient ou ils se retenaient un peu à cause de ça. Mais il y en a plein qui attendaient que le type de véhicule qu'ils voulaient avoir soit disponible dans l'électrique. Tu sais, des véhicules plus gros, je sais pas moi, une camionnette 100% électrique, il n'y en a pas des tonnes encore aujourd'hui. Fait que des fois, les gens attendent. Mais à force d'attendre, on repousse et puis on continue à consommer de l'essence, puis ça finit par nous coûter cher, hein, parce qu'on l'a maintes et maintes fois démontré, rouler électrique, ça
souvent, ça peut revenir pas mal moins cher que de rouler à essence. Donc, à force d'attendre, on risque peut-être de passer plus à côté de quelque chose que le risque qu'on a en achetant maintenant. D'autant plus, mon cher ami, que si on achète une voiture aujourd'hui puis que dans 1 an, on se rend compte qu'on aurait dû attendre parce qu'il y a un nouveau modèle qui vient de sortir qui nous intéresse plus, on n'est pas trop dans un marché aussi difficile de revendre notre voiture. Le marché de l'usager, il y a des gens qui revendent des autos d'1 an presque le même prix qu'ils l'ont acheté une année précédemment. C'est un très bon marché pour les vendeurs de voitures usagées. Là. Il n'y a pas grand risque de rester prêt avec une auto électrique. Là. Non, effectivement. Il va toujours avoir quelqu'un prêt à l'acheter, puis éventuellement, les gens qui sont en attente d'une nouvelle technologie qui pourrait sortir, pas encore prouvée, c'est justement peut-être un bon temps de faire rouler ce marché de l'usager, de revendre votre véhicule à quelqu'un d'autre qui ferait son saut dans la technologie. Reposez-vous toujours les questions là, de qu'est-ce qui vous amène à changer de véhicule puis d'aller vers l'électrique. L'électrique de changer aujourd'hui va avoir ses avantages, comme tu as mentionné, Martin. Mais c'est sûr que oui, vous pourriez attendre. Mais là, vous traînez des pertes d'économie ou choses comme ça. Ça me fait penser, Sébastien, on a à peu près le même âge quand les ordinateurs, les PC sont sortis. Là, on s'achetait un ordinateur. Puis là, tu avais toujours là, un mononcle ou un cousin qui, lui, il attendait parce qu'il se disait « Ouais, mais il y a de quoi de plus hot qui sort dans 1 mois. Là, ils ont sorti tel microprocesseur. » Puis là, ce genre de personnes-là, ils étaient tout le temps en train d'attendre, puis on se tuait à leur dire « Ouais, mais je veux dire, il y a toujours de quoi de meilleur qui va sortir demain. » Je veux dire, si tu te donnes ça comme raison, tu n'achèteras jamais. Est-ce que les voitures qui vont sortir dans 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans vont être technologiquement plus avancées puis avec des performances meilleures que celles qu'aujourd'hui? Bien sûr que oui, mais c'est comme ça tout le temps. Dans tout ce qui est technologique, c'est pas une raison pour ne pas faire le saut. La raison serait, c'est une technologie qui n'est pas aboutie, on risque d'avoir des problèmes si on l'achète maintenant. On n'est plus là. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Là. Oui, puis ce qu'on pourrait peut-être en ce moment, c'est le contexte économique. Là. Ça serait peut-être le vrai frein dans votre changement. Est-ce que j'en ai vraiment besoin de changer de véhicule? Ou là, que tu fais référence au taux d'intérêt, par exemple. Voilà. Ça. Donc, à ce moment-là, enlevez-vous peut-être la question de la technologie de la tête. Pensez plutôt, est-ce que faut vraiment que je change? Ouais. La disponibilité aussi. Hein? Les gens veulent changer, mais le véhicule qu'ils voudraient acheter n'est pas disponible ou est disponible loin dans le temps. Donc, là, ils sont dans une réflexion d'une voiture en attendant. Et c'est la voiture en attendant qui ne sont pas certains que c'est un bon move. On a déjà ça aussi, ça fait partie du sujet qu'on a déjà traité, mais ça reste que c'est quelque chose d'un peu délicat. N'en reste néanmoins, puis je pense que c'est ça qu'il faut qu'on retienne, puis on peut finir là-dessus, Sébastien. C'est une boucle sans fin. Hein? C'est comme l'œuf ou la poule. Si la raison qui fait qu'on n'achète pas, c'est qu'on a l'impression que demain, il y a quelque chose de mieux, de plus technologique, bien, c'est sûr. Puis ça va toujours être vrai, puis ça va être vrai aujourd'hui, puis dans 100 ans, ça va encore être vrai. Mais si la raison qui nous retenait, c'est d'avoir peur de se lancer dans une technologie ou dans quelque chose qui ne fonctionne pas ou fonctionne mal ou que l'infrastructure puis tout ce qui va alentour n'est pas prête, bien, on n'est plus là. Hein? Je pense qu'on a des centaines, des milliers, il y a des sondages qui tapissent l'Internet à démontrer que la quasi-totalité des propriétaires de voitures électriques maintenant ne retourneraient pas en arrière, ne regrettent pas leur choix. Fait que continuez à écouter les chroniques de Sébastien pour faire des bons choix, puis lancez-vous. Hein? Oui. Puis peut-être juste ajouter quelque chose, parce que là, on parle vraiment de choses qui sont sur papier, théoriques, on entend discuter, on fait de la lecture. Profitez-en. Il y a beaucoup de vos voisins maintenant qui ont peut-être une voiture électrique. Il y a avec l'AVEC aussi qu'on a des essais de véhicules électriques, soit dans les salons ou par le jumelage. Ouais. Donc, des fois, juste d'aller l'essayer, ça va peut-être être assez pour aider votre réflexion, de dire, regarde, je suis à l'aise avec ça, je suis à l'aise avec la technologie, j'aime le conduire. Donc, ça peut peut-être mousser votre réflexion vers l'auto électrique. Sébastien, si l'un ou l'une de nos auditeurs, auditrices, a des questions pour toi, comment peut-on te rejoindre? À l'adresse courriel sébastien.côté@silenceonroule.com. Sébastien, on se reparle dans 2 semaines? Oui, excellent. Merci. Merci. Ciao. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro-Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro-Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout.
Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydrosolutions, leur mission, vous simplifier la vie. Aujourd'hui, en grande entrevue, on parle de paraître plus vert que vert. Et pour faire cette entrevue-là, qui d'autre que de ramener un de nos anciens collaborateurs qui va nous parler de ce sujet-là très intéressant. Pour vous rappeler, je vous fais jouer tout de suite son jingle. Chronique Innover avec Philippe Calvé. Ah voilà, donc ça rappelle des bons vieux souvenirs. Et pour être avec lui, on a un chroniqueur que vous connaissez très bien, dont le nom de famille va très bien avec la chronique d'aujourd'hui, paraître plus vert que vert, Stéphane Levert. Bonjour Stéphane. Salut Martin, salut Philippe. Donc, messieurs, on va entrer directement dans le vif du sujet, paraître plus vert que vert. On a cherché longtemps le titre, hein, puis on a jonglé beaucoup avec le terme du greenwashing, puis on se demandait est-ce qu'il y a un terme francophone pour qualifier tout ça. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir, c'est quoi le déclencheur? Pourquoi on fait cette chronique-là? Tu nous as abordé, Philippe, en disant il faudrait parler de ce sujet-là. C'était quoi le déclencheur de tout ça? En fait, je suis sur mon ordinateur. Je reçois une belle annonce de véhicules qui me disent auto-rechargeable. Et là, je me pose la question, moi, je connais pas ça, un auto-rechargeable. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai envie de ça, tu sais, on s'entend. Je dis, écoute, ne pas recharger ma voiture, jamais. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, je clique sur cette merveilleuse annonce et j'arrive là et j'en lis de plus en plus pour me rendre compte d'arriver au fond de tout ça pour dire, c'est certain que ça existe, moi, un auto-rechargeable. En fait, ça existe. C'est juste que c'est quelque chose qu'on connaissait déjà, qui ont juste mis un terme. Tu connaissais ça, toi? Ben oui. OK, excuse-moi, je me suis fait avoir. Fait que là, bref, un clic de plus pour l'annonceur. Ben oui. Puis là, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, pourquoi pas en parler justement de cette, on va dire, moyenne déception-là d'avoir cliqué sur ce mot-là. Ouais, peut-être d'autres mots aussi. Toutes sortes de termes qui sont utilisés, puis on se le cachera pas. Ben, nous autres, ici, on est un peu plus allumés là-dessus. On travaille dans ce domaine-là. C'est des termes avec lesquels on est habitué ou des concepts, je dirais, de fonctionnement de véhicules qu'on connaît bien. On connaît les vrais et les bons termes très bien, mais on entend effectivement de plus en plus de termes. Mettons qu'il y en a qui ont l'élastique ou qui ont beaucoup de créativité quand vient le temps de dire des termes. Puis les gens qui connaissent pas ça, peuvent peut-être se faire avoir l'impression que le véhicule fait quelque chose qu'il ne fait pas en réalité. Stéphane, essaye donc de... Premièrement, il y a différents types de véhicules, là, donc sur le marché, des véhicules tout électriques, mais on a des hybrides branchables. Et là, on entend plein de véhicules dont on nous parle, ou on nous décrit le véhicule en nous donnant des termes qui ne sont pas des termes qu'on est habitué de voir. Parle-nous donc un peu de ça. Oui, bien, comme tu l'as dit, Martin, dans le fond, entre un véhicule qui fonctionne à l'essence strictement, il y a le véhicule hybride qui, lui, va avoir une petite pile dans le véhicule avec un moteur électrique, donc il vient assister le véhicule, le moteur à essence. Il y a le véhicule hybride branchable, donc on connaît bien, dans le fond qu'on peut brancher, donc une certaine capacité, donc le véhicule peut fonctionner en mode électrique seulement pendant un certain nombre de kilomètres. Et il y a le véhicule 100% électrique, qui lui, évidemment, qui a seulement la pile et le moteur électrique qui fait avancer le véhicule. Le problème, c'est que souvent, les manufacturiers qui ont toutes ces gammes-là vont venir toutes ramener ça sous un même terme qu'ils vont appeler une gamme électrifiée. Donc là, c'est le consommateur qui est un petit peu moins au fait, qui se voit amener cette publicité-là, puis là, vient attirer un peu le client pour l'amener chez lui. Et là, après ça, ils vont lui vendre un peu ce que le manufacturier va vouloir bien lui vendre. Avec les termes qu'il a utilisés. Avec les termes électrifiés. Donc, la personne s'en va chez elle après ça avec un véhicule qui est pas nécessairement ce que la personne recherchait à la base, mais en bout de ligne, le manufacturier, lui, a fait une vente. Donc, c'est ça qu'on essaye un peu de démystifier ici. Philippe, tu me diras si je me trompe, mais
moi, je sais que je donne régulièrement des conférences où je parle de voitures électriques, puis je dis aux gens, faites attention. Si vous voulez avoir accès aux subventions, aux avantages des véhicules avec une plaque verte, voici le déclencheur. Le véhicule peut être considéré électrique, du moins par le gouvernement, puis par la plupart des gouvernements ailleurs dans le monde également, c'est que le véhicule doit être rechargeable, donc il doit avoir un port de recharge. On le branche pour le recharger, même s'il est hybride branchable. Il faut qu'il soit branchable. S'il est juste hybride, comme une bonne vieille Prius, là, c'est-à-dire que tu mets du gaz d'acide puis tu ne branches jamais, c'est pas considéré comme une voiture électrique selon les normes, même si dans les faits, elle possède une batterie qui se recharge avec une génératrice là, par le fait que le moteur à essence roule. C'est pas considéré comme une voiture électrique, mais les vendeurs de véhicules vont nous dire que c'est quand même une voiture électrifiée puisqu'elle a une batterie dedans. C'est pas un peu là qu'est je dirais, l'espèce d'ambiguïté. Là, on qualifie une voiture électrifiée alors qu'elle n'est pas considérée comme une voiture électrique au point de vue de la loi. C'est exactement ça. Dans le fond, on se retrouve à avoir, si on parle d'une voiture électrique, la majorité des gens vont penser à une voiture à batterie. Donc, ça veut dire qu'on a uniquement une batterie. Stéphane le mentionnait tantôt, il y a d'autres versions qui sont un peu avant ça, où est-ce qu'effectivement, il y a les deux moteurs à l'intérieur. Mais là, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de parler ou de démontrer qu'on a autre chose que ce qu'on a devant nous. Comme Stéphane le disait, les gens vont arriver, ils vont vouloir avoir souvent une voiture à batterie. Puis là, on va leur dire, non, mais vous savez, vous allez devoir vous brancher. Vous allez devoir attendre quelques minutes peut-être 30 minutes. N'achetez pas une voiture électrique, achetez notre modèle électrifié à la place. Exactement, parce que là, vous n'aurez pas besoin de vous brancher à ce moment-là. Ça va être parfait. Vous mettez de l'essence à l'intérieur de ça, puis ça fonctionne bien, donc ça se recharge automatiquement. Ça répond à ta question, Martin? Oui, ça répond à ma question. Oui, puis dans le fond, ce que moi je veux ajouter, c'est que on n'est pas ici pour blâmer ou descendre une technologie versus une autre. L'important, c'est que les gens sachent ce qu'ils achètent et sachent les avantages et les moins bons côtés de chacune de que l'information soit claire. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'acheter quelque chose que tu voulais pas à la base ou de te retrouver avec quelque chose entendu dans les médias, des fois, des gens qui ont acheté un véhicule à batterie, mais qui n'avaient pas le bon cas d'utilisation pour ça, ou l'inverse, un véhicule hybride, puis c'était pas nécessairement ce qu'il avait besoin. Donc, c'est ça qu'on veut éviter aujourd'hui, je pense, dans cette discussion-là. Puis, ce qu'il faut juste être conscient, c'est que les manufacturiers n'ont pas à essayer de rendre plus beau que ce que c'est en réalité. Là, tu parlais tantôt du terme auto-rechargeable. Moi, j'ai vu dernièrement que Stellantis, quand ils ont présenté le Ram 1500 Ram Charger, qui est en fin de compte, c'est un hybride branchable. Donc, c'est un véhicule, c'est un pick-up qui va avoir une très grande pile, en fait, mais il y a quand même encore là le moteur à essence qui vient assister. Donc, et là, leur slogan, ça a été que c'est un pick-up avec une autonomie illimitée, dans le sens que la personne qui a plus d'énergie dans sa batterie, il y a le moteur à essence qui vient prendre le relais et la personne, après ça, peut arrêter et juste remettre de l'essence. Donc, c'est leur définition d'autonomie illimitée. Mais concrètement... L'autonomie n'est pas illimitée. Non, évidemment. C'est ça. Donc, c'est un peu jouer sur les mots. Dans certains cas, on pourrait, je devrais dire, prétexter une mauvaise compréhension, mais je pense que dans bien des cas, c'est fort... c'est calculé, c'est-à-dire qu'on surfe un peu. Par exemple, une Prius, il y a 25 ans, c'était une hybride. Je me suis acheté une hybride. Personne n'utilisait le terme électrifié. Le mot électricité n'embarquait même pas dans le vocabulaire. On parlait d'une hybride. Maintenant, la même voiture, on va dire, maintenant que la voiture électrique est populaire, la même voiture, on va dire que c'est une voiture électrifiée. Donc, on vient jouer sur le mot électrique, le buzz du électrique pour faire en sorte de se donner une image de véhicule qui est attirant, qui répond aux nouvelles normes du marché, quand dans les faits, c'est la même voiture qu'il y a 25 ans. Bien, mieux que ça, en fait, présentement, elle est présentée comme étant une voiture hybride électrique. Et donc là, d'où la confusion de dire, est-ce que c'est une voiture hybride ou c'est une voiture électrique? Non, c'est une voiture hybride électrique. Et puis, même comme je dis, j'ai vu sur le site de Lexus qui disait, vous n'avez donc jamais besoin de la brancher ou d'attendre qu'il se recharge. Mais pourquoi on aurait une voiture branchable si on n'a jamais besoin de la brancher? Je fais un aparté, là. On a fait un événement avec l'AVEC au Saguenay il y a quelques années. Et pour l'événement, un manufacturier, et là, je nomme pas la marque, je nomme pas le manufacturier ni le concessionnaire, mais il y a un certain modèle de véhicule qu'on n'avait aucun bénévole qui en avait. Il y a une entente qui était prête avec un concessionnaire local qui nous a prêté
le dit véhicule qui est un hybride rechargeable pour qu'on en ait pour nos essais. Et quand on est allé chercher les véhicules, on lui a demandé, on vient chercher les véhicules, est-ce qu'ils sont quelque part branchés? Disons, nous autres, on les branche pas. C'est quoi, vous les branchez pas? On les branche jamais. Il dit, quand la batterie est faible, on démarre le moteur, puis on laisse rouler, puis elle se recharge tout seul. Ça, c'est un concessionnaire automobile. Là. C'est l'hybride branchable, on s'entend. C'est de l'hybride branchable. Puis lui, il se disait, mais on le branche pas. Quand il n'y a plus d'électricité, on n'a pas besoin de borne. On part le moteur à gaz, la batterie, ça recharge. À la limite, sur 120, là, si tu veux une hybride branchable, ça se recharge très bien sur un 120, il n'y a pas de problème, pas besoin de borne, mais au minimum, branchez-le. Mais il n'y a pas déjà eu des subventions dans certaines provinces, même au Québec, là, des gens les subventions étaient tellement bonnes pour les hybrides branchables que les gens finalement achetaient de véhicules sans jamais le brancher parce qu'il y avait un bon rabais dessus. Ouais, ils se foutaient du fait que ça soit branchable. L'important, c'est qu'il coûtait moins cher à l'achat. On avait une plaque verte et on pouvait traverser les ponts sans payer. Ben oui. Ouais. Écoutez, juste le terme et ce que tu as dit en entrée de jeu tantôt, c'est super intéressant. Tu parlais de jamais besoin de se recharger et tout ça. Il y a quand même des principes de physique de base, Philippe. Là. Je veux dire, si tu n'as jamais besoin de la charger, c'est qu'elle se charge autrement puis tu consommes de l'énergie quelque part. Vous avez sûrement déjà entendu, rien ne se perd, rien ne se crée, là, dans le sens où, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'il y ait un apport d'énergie qui rentre à l'intérieur du véhicule pour le faire se mouvoir. Il y a de la friction aussi avec l'air là, qui rentre en jeu. Là. C'est peut-être la technique aussi, mais clairement, on s'entend. Là. Si j'ai du vent, si je veux avancer, il faut que j'aie un apport en énergie. Ouais. Puis il vient soit de l'essence ou soit de l'électricité, soit un, soit l'autre, mais il n'y arrivera pas dans les airs. En tout cas, il n'y a personne qui a trouvé encore une machine à mouvement perpétuel là, qui fonctionne. On n'est pas rendu là. Ni au nucléaire, pas d'autonucléaire encore. Fait que, on a vu des modèles de voitures qui avaient des génératrices après les roues, qui étaient attachées après les roues, qui généraient de l'électricité pour recharger la batterie, prétextant que la voiture pourrait rouler à l'infini. Oui, c'est ça, mais encore là, je prends, ça va être de la friction. Oui, t'as pas à m'expliquer les principes. Excuse-moi, là, mais là, tu me des faussetés. Oui, il y en a beaucoup. Non. Mais sans aller dans un exemple aussi, je dirais, farfelu, ça reste qu'on joue un peu sur les termes et on mélange un peu le consommateur qui ne fait pas très bien la distinction entre différents modèles ou différentes technologies de véhicules, je vais le dire comme ça, pour être capable de départager le vrai du faux. Stéphane, peux-tu nous faire un petit rappel? Là? Bon, la voiture à essence, on la connaît, là, celle qu'on a toujours eue, que notre père a eue puis que notre grand-père a eue probablement. Mais à partir là, de, je sais pas, moi, peut-être 30-40 ans, là, et commençait à arriver sur le marché différents modèles qui n'avaient pas juste une motorisation à essence. Fais-nous la distinction entre ces différents types de véhicules-là. Comme j'ai expliqué un petit peu tantôt, donc on a eu la voiture à moteur à combustion interne. Donc ça, c'est ce que les gens ont toujours connu, puis continue à être commercialisé aujourd'hui. Puis ça fonctionne bien pour ça, mais au niveau des véhicules hybride. Donc, c'est là qu'il y a eu l'assistance électrique qui est rentrée. Donc, c'est une assistance encore là. C'était le véhicule à essence qui était quand même le pouvoir principal de l'auto. Les hybrides branchables sont arrivés au tournant des années 2000. Donc, on a eu les premières Chevrolet Volt, les Prius branchables qui sont arrivés. Clarity, il y en a eu quelques-unes. Exactement. Puis, c'est des solutions qui s'adaptent très bien à certains modes de vie. Des gens qui ne peuvent pas avoir de borne à la maison, ces trucs, comme tu l'as dit tantôt, Philippe, juste brancher avec une prise de 120, c'est adéquat pour ça. Donc, c'est des technologies qui sont très adaptés à la réalité de plusieurs personnes. Et évidemment, la technologie, les dernières technologies qui sont arrivées, les voitures 100% électriques, qui fonctionnent encore là seulement avec le moteur et la batterie qui sont à bord le véhicule. Là, il n'y a plus d'essence du tout. Mais dans aucun de ces cas-là, la voiture est entre guillemets, auto-rechargeable par magie. Si on a une hybride qui n'est pas branchable, la batterie qui est dans le véhicule va accumuler de l'énergie par le moteur à essence qui fait avancer le véhicule, puis on va recharger. Lors du freinage régénératif aussi, on est capable de venir récupérer un peu d'énergie. Exactement. Puis c'est une technologie qui est encore là dans les autres modes de technologie à bord des véhicules. Encore là, l'hybride branchable ou le 100% électrique, c'est quelque chose qui est aussi utilisé. C'est juste que l'hybride, ça a été les premiers balbutiements de ça. Dans l'hybride pur, les batteries sont très petites. Là. Tu ne pourrais pas rouler, tu ne pourrais pas faire un 50, 60 ou 100 km juste avec une batterie d'une hybride
pas branchables. À partir du moment où les hybrides branchables sont arrivés, là, on a eu un petit peu plus d'autonomie. On joue quoi mettons, typiquement entre 30 puis 50 km d'autonomie. Un peu plus chez certains modèles comme les Volt, les Clarity, là, où on est plus aux alentours de 80 km. Mais encore aujourd'hui, il y a plein de modèles d'hybrides branchables dont l'autonomie est très faible, là, 50, 60 km. Là. Si tu achètes, je sais pas moi, un Chrysler Pacifica hybride branchable, tu fais pas 150 km avec ton véhicule juste à batterie, je me trompe. Donc, c'est dans la forte majorité, c'est tout en bas de 80 km. Il y en a certains qui vont frôler cette autonomie-là. Comme j'ai dit tantôt, il y a des modèles comme le Ram Charger qui s'en vient, qui va avoir beaucoup plus d'autonomie parce qu'ils ont une très grande batterie à l'intérieur, mais ils veulent mixer ça quand même avec la technologie hybride branchable avec le moteur à essence. C'est pas dénué de sens. Ça peut répondre aux besoins de certaines personnes. Mais l'idée ici, c'est que les gens comprennent ce qu'ils achètent et non pas d'avoir des idéologies comme l'auto-rechargeable ou l'autonomie limitée. Si je résume, Stéphane, si ma voiture, c'est pas une voiture à essence typique, là, elle est soit hybride branchable ou elle est soit tout électrique. Mais tous les autres termes qui nous sont donnés pour nous donner l'impression qu'on a une voiture électrique, c'est des termes marketing, mais c'est pas des termes qui déterminent une nouvelle technologie qui fait que le véhicule a des caractéristiques que les autres véhicules n'ont pas. Un véhicule qui est hybride seulement, donc que la batterie, tu n'as jamais besoin de la brancher. C'est le plus vieux modèle de véhicule, dans le fond, qui a deux sources d'énergie qui existent. Puis ça a toujours été là, puis ça a toujours fonctionné. Donc, si tu achètes une voiture qui s'auto-recharge parce que c'est une hybride, en fait, c'est une hybride électrique bien ordinaire, comme toutes les hybrides électriques qui ont toujours existé. Une hybride électrique, c'est une hybride. Ouais, c'est bottom line, là, mettons ça plus court. Là. Hybride électrique, c'est un hybride. On n'a pas réinventé. La question qui me vient en tête, messieurs, c'est qu'est-ce qu'on essaye de faire tantôt? Moi, mon hypothèse, c'était, on surfe un peu sur le fait que maintenant, le mot voiture électrique, le mot électrique, juxtaposé à une voiture, ça a un certain buzz, ça a un certain hype, c'est prometteur, ça donne l'impression que c'est bon pour l'environnement, alors que si on a une voiture hybride branchable, on ne la branche jamais. Dans les faits, notre effort est assez minime. Là. Puis s'il y a de quoi, on a acheté un véhicule qui a deux technologies dedans, à la fois un moteur électrique, un moteur à essence, on supporte deux technologies. Pas sûr que ça soit si écologique que ça au final si on ne la branche jamais. Exact. Donc, le but de tout ça, on l'a dit tantôt, c'est d'attirer le client. Donc, c'est de projeter une image de marque qui est, c'est le thème de notre entrevue aujourd'hui, paraître plus vert que vert. C'est l'image que les gens vont attirer les gens vers chez eux pour, après ça, vendre le type de véhicule qu'ils voudront bien lui vendre. Mais à partir du moment que le client est accroché, c'est là qui est tout l'enjeu. Ouais. Mais je pense aussi que, tu sais, il y a une course qui est en train de se faire. Là, on le sait, au niveau des batteries tout électriques, je pense que Tesla a quand même une bonne avance. Les autres sont en train d'avancer. Certains ont de l'avance, certains sont plus en retard. Certains ont misé sur l'hydrogène aussi dans le passé, ce qui fait qu'ils n'ont peut-être pas misé sur les batteries. On voit clairement que les batteries sont en train de prendre l'avance dans les voitures électriques. Fait que c'est sûr que si moi, je me retrouve à pas avoir de véhicule 100% électrique, puis mon client veut ça en face de moi, je veux donner l'impression que je suis quand même bon, que je suis quand même vrai. Fait que des fois, c'est plus difficile. Puis ça, ce concept-là, il est particulièrement vrai dans les dernières années. Mais si on recule un peu... entre autres, Subaru, si je ne me trompe pas, avec le PZEV qui nous parlait là, de c'était Partial Zero Emission Vehicle. On mettait une belle petite feuille, alors que c'était un véhicule à essence. Il n'était même pas hybride à ce moment-là. Absolument pas. Quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, mais c'est quoi ça, ce ZEV-là? Puis là, j'ai été fouillé. Puis encore une fois, je me suis fait avoir. Deuxième clic. Mauvais deuxième clic, mais oui, c'est la même chose. Mazda a fait la même chose. Oui. Et on parle de deux compagnies qui sont pas nécessairement réputées pour être hyper proactives dans le véhicule électrique. Là. Présentement, même, on va dire, c'est plus le retard, même. Oui, exact. Donc, c'est un peu troublant. À la limite, même dans l'exemple qu'on vient de donner, c'est presque assez facile. En fait, c'est assez facile de démontrer que c'est vraiment de la fausse représentation. On a une belle petite feuille. C'est ça, faire des références à la nature. Tu sais, partiel zéro. Comment tu peux être partiellement zéro? Tu sais, tu l'es ou tu ne l'es pas. Là. Tu sais, ça être partiellement enceinte, ça n'existe pas. Ben, partiellement zéro émission, ça n'existe pas non plus. Le temps file, mais je veux quand même qu'on traite certains points. Une voiture qui a une petite batterie,
On entend maintenant aussi des publicités qui nous disent que on joue sur le fait que ça serait plus écologique d'avoir une voiture à petite batterie qu'une voiture à grosse batterie. Est-ce que c'est nécessairement le cas? Je pense que ça dépend du cas d'utilisation. Il faut se poser la question. Si effectivement, on est plus souvent local, qu'on fait peut-être en bas de 50 km par jour, tu disais, Martin, mais parfois on va à l'extérieur, ça vaut la peine. Si je prends par exemple mon cas d'utilisation, cette année, nous, on a une Kia EV6 qui fait 400 km, puis on a fait au-dessus de 30 000 km cette année. Et je pense que là, le cas d'utilisation fonctionnait parce qu'avec un véhicule... même moi, je suis perdu. Partiellement électrique. Non, mais avec un véhicule hybride branchable, par exemple, ben, on aurait dépensé quand même beaucoup plus d'essence. Puis même au niveau financier, pour nous, c'était plus avantageux d'avoir un véhicule 100% électrique, même si on payait plus cher, à cause du kilométrage qu'on fait. Donc, je pense que c'est aussi de démontrer, de dire, j'ai pas capable d'en faire plus, donc ça devrait être moins bon. Mais je pense qu'il faut appeler un chat un chat des fois. Là. En conclusion, Stéphane, il y a quand même un message là qu'il faut retenir, puis quelque chose qu'il faut, une espèce de petit cri du cœur, on envoie aux constructeurs. C'est correct d'avoir des véhicules qui sont plus verts qu'un véhicule 100% essence, mais il y a comme un peu des limites à jouer sur les mots pour donner l'impression à un consommateur qui achète quelque chose, étant persuadé qu'il vient d'acheter le nirvana de l'écologie. Et d'avoir une grande offre de produits électrifiés, appelons, comme Philippe a dit, donc un hybride branchable. Avoir le courage d'utiliser les bons termes pour décrire le produit qu'on vend. Puis je pense que le consommateur est de plus en plus informé, mais s'il ne l'est pas, puis c'est l'autre point, Philippe, il faut que les représentants, les vendeurs soient capables de bien maîtriser les technologies qu'ils vendent pour en parler correctement. Je pense qu'il y a un peu de mauvais vouloir là-dedans, mais il y a aussi, puis on le constate, des gens, parce qu'on se promène, on pose des questions, on réalise qu'ils connaissent réellement pas ce qu'ils vendent, là, tu sais. Fait qu'il y a comme un travail aussi à faire avec les... De formation aussi, puis mettre un peu de vouloir dans faire les produits aussi, là, je pense, de mettre les efforts nécessaires pour arriver avec des produits qui sont compétitifs sur le marché. Parce qu'effectivement, il y a des véhicules, tu sais, tous les véhicules à batterie ne sont pas les mêmes non plus, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Tout à fait. Et les vendeurs doivent être capables d'exprimer certaines choses et même, à la limite, dans certains cas, les limitations de certains véhicules, par exemple, au niveau de la vitesse de recharge, parce que les gens vont être déçus sinon lorsqu'ils vont arriver au bord et se comparer avec ceux à côté. Donc, ayez le courage de bien former, bien informer les gens. Oui, puis des fois, le défaut d'un véhicule par rapport à un élément donné peut devenir un avantage par rapport à un autre élément. Donc, c'est pas d'éviter de dire les choses. C'est sûr qu'un véhicule qui a une plus petite batterie, il va avoir moins d'autonomie. Par contre, technologiquement parlant, ça prend moins de cellules, ça devrait coûter moins cher. Un autre véhicule qui a une autonomie plus grande, qui charge plus rapidement, va avoir cet avantage-là, mais pourrait avoir d'autres désavantages au niveau du prix ou au niveau du poids du véhicule, etc. Donc, chaque véhicule, le manufacturier fait des choix technologiques. Je pense entre autres à Nissan qui a choisi longtemps de ne pas thermoréguler ses batteries, mais c'est plus nécessairement le cas, mais ils avaient sur le marché un véhicule qui était vraiment moins cher que les autres technologies qui existaient. Puis ils disaient, on se disait, OK, on paye pas cher, mais il n'est pas thermorégulé. Puis mon prochain, si je veux qu'il soit thermorégulé, je vais payer plus cher. C'est plus nécessairement vrai aujourd'hui. La technologie a évolué, puis les coûts ont augmenté. C'est-à-dire les coûts de production ont baissé, ce qui permet d'avoir une gamme de véhicules très diversifiés. Mais j'ai encore une petite Nissan Leaf de 2013 comme deuxième véhicule qui fait le travail correctement. Donc Nissan a vraiment livré. Là, oui, mais c'est ça exactement. Oui, c'est le besoin, ça répond aux besoins. L'exemple qu'on donne souvent, par exemple, c'est la vitesse de recharge rapide d'une Chevrolet Bolt, qui est un des véhicules électriques les plus populaires sur le marché. Moi, je suis l'exemple parfait. Par besoin, je ne suis pas sûr que j'ai besoin de me charger sur une borne rapide plus de 2 fois par année. Fait que, honnêtement, l'inconvénient de ce véhicule-là, je n'y suis jamais confronté. Alors, pour moi, ce n'est pas un inconvénient. Par contre, si j'étais un chauffeur de taxi qui doit recharger mon véhicule 2 fois par jour, la vitesse de recharge deviendrait un enjeu. Et là, pour moi, ça ne serait plus un bon véhicule. Donc, il faut vraiment avoir le bon véhicule en fonction de nos besoins. Ça revient aux besoins. La question, c'est, je pense que les vendeurs devraient poser la question, qu'avez-vous besoin? Chaque cas d'utilisation a la bonne technologie, le bon véhicule. Mais une chose est certaine, le consommateur n'a pas besoin de se faire donner des termes galvaudés ou encore des termes où on va utiliser des dérivés du mot électrique à toutes les sauces pour donner l'impression qu'un véhicule qui est plus ou moins un véhicule électrique en devienne un. Donc, je pense qu'il faut être alerte. Donc, notre message aux consommateurs, renseignez-vous. Votre véhicule, s'il n'est pas à essence, si c'est soit un hybride branchable ou un tout électrique,
Il n'y a pas vraiment d'autres technologies là, qui utilisent l'électricité. L'hydrogène, mettons, mais il y en a comme pas vraiment en vente au Québec, à tout de moins. Si vous êtes chanceux, vous allez peut-être être capable de vous trouver une miraille, là, mais même le gouvernement s'en débarrasse des siennes, fait que ça va être assez dur à trouver. Donc, c'est à peu près tout ce qu'il y a sur le marché. Fait que tout autre terme ou dérivé, c'est plus du marketing que de la technologie. N'est-ce pas? Stéphane Levert, Philippe Calvé, merci pour votre présence à Silence on roule aujourd'hui. Merci les gars. Merci Martin. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La Chronique Tesla est une présentation de Fizz Électrique, votre seul arrêt pour tous vos projets stratégie d'infrastructure électrique. Fizz Électrique, membre de la CEMEC. 418-836-8661 ou fize.ca. How do you plan a business where you know, the rocket business, you know some of these things are going to blow up on the launch pad? How does the business plan work? I don't really have a business plan. Chronique Tesla avec Laurent Gigon. Tesla a officiellement lancé la version améliorée du Model 3, mieux connue sous le nom de Model 3 Highland en Amérique du Nord. À l'heure actuelle, le Model 3 amélioré est disponible en commande aux États-Unis, au Canada, au Mexique et à Porto Rico. Avec ce changement, la génération précédente du Model 3 a été retirée. Tesla a mis en avant les principales améliorations du Model 3 Highland par rapport à son prédécesseur sur sa page officielle. Cela inclut l'autonomie du véhicule qui atteint jusqu'à 548 km par charge et un extérieur mis à jour optimisé pour l'aérodynamique. Tesla a également présenté 2 nouvelles couleurs pour le Model 3 Highland, le gris furtif et le rouge ultra, ainsi que de nouvelles roues optimisées pour l'efficacité. Le constructeur a aussi souligné l'intérieur entièrement rénové du Model 3 Highland qui présente un style enveloppant incluant un éclairage d'ambiance personnalisable. Les matériaux de qualité supérieure de l'intérieur du Model 3 Highland sont son système audio de pointe, son écran arrière de 8 pouces, les sièges ventilés et le chargeur sans fil ont également été mentionnés. Bien sûr, Tesla a aussi souligné le confort acoustique amélioré de l'habitacle du Model 3 Highland qui a été loué par les critiques depuis son lancement initial l'année dernière en Europe et en Asie. Le Model 3 Highland est actuellement proposé en 2 variantes en Amérique du Nord. La version de base est propulsion arrière et la variante longue autonomie à double moteur et traction intégrale, qui débute respectivement à 59 988 $ et 69 988 $ pour le modèle longue autonomie. Le Model 3 Performance, la version haut de gamme de ce véhicule, n'est actuellement pas listée sur la page de commande du véhicule mis à jour. La version de base du Tesla Model 3 Highland offre une autonomie de 438 km et une vitesse maximale de 201 km/h. Le 0 à 100 à 6,1 secondes. Le Model 3 longue autonomie à double moteur et traction intégrale affiche une autonomie estimée EPA à 548 km par charge et une vitesse maximale de 201 km/h avec un 0 à 100 à 4,4 secondes. Sans option, le Model 3 Highland est livré avec une peinture gris furtif, des roues photons de 18 pouces et un intérieur noir.
Les peintures blanches et bleues coûtent $1 300 supplémentaires. La peinture noir plein coûte $2 000 de plus et la peinture ultra rouge, $2 600. Les roues Nova de 19 pouces du modèle 3 Highland coûtent également $2 000 et l'intérieur blanc coûte un supplément de $1 300. Comme pour les autres véhicules Tesla, le modèle 3 Highland est livré avec le pilote automatique de base en standard. Actuellement, les commandes du Tesla Model 3 Highland ont une date de livraison estimée entre février et mars 2024. Hertz a surpris de nombreux observateurs en annonçant la vente d'environ un tiers de sa flotte mondiale de véhicules électriques, marquant un revirement par rapport à ses précédents investissements importants dans ce domaine. Déjà en octobre, lors de son appel de résultats du troisième trimestre, Hertz avait indiqué ralentir ses achats de véhicules électriques, citant la baisse de prix de vente conseillé des véhicules qui réduisait la valeur marchande de leurs voitures. En octobre, environ 11% de sa flotte totale était constituée de véhicules électriques. Le 25 octobre 2021, Hertz avait annoncé son intention d'augmenter sa flotte de véhicules électriques avec une commande initiale de 100 000 Tesla d'ici la fin 2022. Cette annonce avait été accompagnée d'une publicité avec Tom Brady et des Tesla Model 3. Dan Ives, analyste chez Wedbush, a qualifié la vente d'une partie de la flotte Tesla de Hertz de coup dur pour l'entreprise, suggérant que Hertz avait mal calculé l'impact de l'introduction des véhicules électriques et des Tesla auprès de ses clients. Hertz avait initialement prévu que les clients seraient désireux de louer des véhicules électriques pour diverses raisons, telles que l'essai de véhicules électriques pour la première fois, l'évitement des prix élevés de l'essence ou le choix d'une voiture de location plus respectueuse de l'environnement. Cependant, le PDG a admis que cette expérimentation n'avait pas lieu à un niveau de demande justifiant le maintien d'une flotte de cette taille. Hertz avait précédemment fixé l'objectif d'avoir un quart de sa flotte composée de véhicules électriques d'ici 2024. Pour résumer, le PDG a déclaré que l'entretien des voitures Tesla, la réparation coûtait plus cher que les véhicules traditionnels et que les clients n'étaient pas suffisamment habitués à ce type de véhicule pour maintenir une telle flotte. Elon Musk a déclaré cette semaine qu'il souhaitait augmenter significativement sa participation dans Tesla en termes de part d'actions votantes. Actuellement, il dispose d'environ 13%. Il aimerait monter sa participation à 25% des actions de l'entreprise, soit à peu près le double de ce qu'il a actuellement. Elon Musk a mentionné qu'il se sentait mal à l'aise de faire grandir Tesla dans ces domaines, à savoir l'intelligence artificielle et la robotique, sans avoir un contrôle de vote d'environ 25%, ce qui serait suffisant pour être influent, mais pas trop pour ne pas pouvoir être renversé. Il a ajouté que sans cela, il préférait construire des produits en dehors de Tesla. Avant de vendre un grand nombre d'actions pour acheter Twitter, qui est devenu X, il y a plus d'un an, pour $44 milliards, Elon Musk détenait 20% de Tesla. Il a souligné que l'avenir de Tesla résidait dans l'intelligence artificielle et la robotique, en particulier le développement d'un robot humanoïde qu'il considère comme la technologie la plus importante en développement par l'entreprise. Le robot de Tesla, surnommé Optimus, n'est pas encore prêt pour le grand public. Présenté lors de la journée de l'intelligence artificielle de l'entreprise, il a marché de manière rigide en scène, saluant et gesticulant pendant environ 1 minute. Néanmoins, Tesla croit en un avenir dominé par les robots, ce qui fait augmenter son action ces derniers temps. Toute indication que Musk ne poursuivrait pas ce travail chez Tesla pourrait inquiéter les investisseurs. Les actions de Tesla ont chuté de 1,5% dans les échanges avant l'ouverture de marché mardi. Concernant la rémunération de Elon Musk, il n'a pas eu de nouveau plan de rémunération depuis plusieurs années. Son dernier plan, annoncé en 2018, valait $56 milliards et était le plus grand package de rémunération pour un PDG dans l'histoire. Musk et Tesla font face à un procès intenté par des actionnaires l'année dernière, alléguant que ce package était excessif. Musk a également abordé la question de la structure du vote à double classe dans les entreprises technologiques où un fondateur ou un dirigeant initial comme lui-même a plusieurs votes par action pour maintenir une influence dominante. Il a cependant indiqué qu'un système de vote à double classe chez Tesla n'était pas envisageable, évoquant des réglementations post-introduction en bourse dans le Delaware. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Bye. Les
Les parcs de véhicules devront s'électrifier. Et qui pense électrification d'un parc de véhicules pense à Fizz Électrique Énergie Intelligente. Voilà une entreprise qui prêche par l'exemple. Elle est elle-même une entreprise zéro émission avec sa flotte 100% électrique. On ne parle pas juste d'installateurs d'équipements ici. On parle d'une entreprise qui a été parmi les premières à s'électrifier. Elle a donc le véhicule expérience pour vous accompagner et ce de façon réaliste et adaptée. Avec presque 2000 installations de bornes électriques depuis 2012, Fizz possède à son actif plusieurs projets majeurs en déploiement de parcs d'autobus scolaires, de véhicules lourds, de véhicules légers, ainsi que plusieurs sites de concessionnaires. Vous serez accompagné de A à Z dans vos projets, de l'étude de besoins à la conception, l'installation et la vérification des stations. Les meilleurs produits répondant à vos besoins vous seront proposés. Détentrice d'une licence de maître électricien délivrée par le CEMEC, d'une licence RBQ d'entrepreneur général et d'une certification MERN accompagnateur en gestion de l'énergie et électrification d'un parc de véhicules, ne perdez plus de temps, c'est Fizz et son équipe qui s'occupent de vos travaux. Contactez le FIZ2.ca ou par courriel info@fizz.ca. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. C'est la saison des salons et des festivals. Donc, c'est le Salon international de l'Auto de Montréal ce week-end et c'est du 19 au 28 janvier au Palais des Congrès de Montréal. L'AVEC sera là pour répondre à toutes vos questions. Il y a des essais routiers, plein de choses à voir sur place. L'AVEC débarque ensuite, dis-je, au Festival Plaisir et Tradition 2024. C'est le 27 janvier de 10h à 16h au Centre Guy Melançon à l'Épiphanie. Conférence privée au Centre d'inspiration électrique Kia le 7 février de 18h à 20h. Ensuite, le relais électrique débarque au Salon du véhicule et loisirs électriques de l'Outaouais. C'est du 5 au 7 avril au complexe Branche-aux-Brières, évidemment à Gatineau. Et finalement, le relais électrique débarquera au Salon du véhicule électrique et hybride rechargeable de Montréal du 19 au 21 avril au Stade olympique. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Stéphane Levert, Philippe Calvé, Sébastien Côté et Laurent Gigon. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert, nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Villot, Luc Poirier, Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro-Solutions, Précision PPF Vitre teintée, Fizz Électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Taiga Motors, le groupe Énergie Canada, Équiterre, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com. Pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos balados ainsi qu'à une boîte vocale directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.